une masterclass VFX présentée par un expert des blockbusters, David Fayâtre. Bonjour David, Bonjour Morgane. merci d'être présent avec nous pour cette masterclass un peu inédite sur les VFX. Est-ce que tu peux commencer par présenter ton parcours professionnel, passé et aujourd'hui ce que tu fais, s'il te plaît? J'ai travaillé dans les VFX pendant à peu près 17 ans, à l'international principalement, sur divers gros blockbusters. Puis depuis que je suis revenu en France depuis 5 ans, j'ai fait de la communication et maintenant je suis principalement formateur. Et à quel moment tu t'es dit, je veux travailler dans le cinéma? Ça a été quoi ton déclic? En fait, je ne savais pas si je voulais travailler dans le cinéma vraiment. Ce que j'avais, c'était que j'étais un peu un geek, j'étais beaucoup sur les ordinateurs. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne faisais pas trop d'informatique, mais plutôt d'utilisation de logiciels. Ah, le truc qui m'a vraiment que je regardais, c'est que j'étais très cinéphile. Et Terminator 2 est sorti quand j'avais 10 ans. Et je me rappelle avoir vu James Cameron présenter les effets spéciaux à la télé. Il était invité au JT de France 2. À 16 ans, ils ont sorti Titanic et tout ça, ça me travaillait beaucoup. Donc le déclic a été plutôt quelque chose que toi, tu as vu du cinéma. Ouais. Et justement, ton premier vrai pas à toi dans le milieu? Alors, dans le cinéma, c'est quand j'ai été embauché dans une société qui s'appelle Framestore à Londres. Avant, je faisais de la 3D pour la publicité, des vidéos corporate et des séries télé. Donc, j'ai beaucoup lutté. Je passais devant les portes d'entrée des studios qui faisaient des films à Londres le soir en me disant un jour peut-être. Et quelqu'un m'a écrit sur un dessous de boc un email un jour et cet email-là était le bon. Et c'était quoi le premier projet qui a changé ta carrière, qui a fait que ta carrière a pris un tournant quand même assez impressionnant? En soi, c'est The Golden Compass, en anglais, donc la boussole d'or, parce qu'on a gagné l'Oscar des meilleurs effets visuels. On était un peu surpris du truc. Mais celui qui a vraiment fait un changement, c'est la renommée après The Dark Knight. Et justement, toi, aujourd'hui, tu es formateur pour diverses filières, de l'info 3D, design graphique, filière audiovisuelle. Aujourd'hui, est-ce que tu vois justement le lien entre toutes ces filières aujourd'hui qu'on a au sein de Studio M pour le milieu du cinéma? Est-ce que toi, tu as pu voir dans ta carrière? Je ne suis pas sûr d'avoir suivi la question. Justement, aujourd'hui, par exemple, un étudiant qui va être chez nous en audiovisuel à Studio M, est-ce que tu vois aujourd'hui le pont qui peut se faire avec le cinéma aujourd'hui, justement dans cette filière? En fait, sur le tard, j'ai réappris les fondements de la communication. Et en fait, la chose la plus importante, c'est la communication. Que ce soit communiquer des informations ou communiquer des émotions. L'important, c'est vraiment de savoir quel est l'objectif de communication qu'on souhaite. Très bien. Tu l'as un peu dit, tu es parti à l'étranger, forcément, pour les grosses productions que tu as fait. Donc, tu as eu plusieurs expériences à l'étranger. Est-ce que tu peux un peu nous parler, prendre le temps de nous parler de tes projets que tu as pu réaliser à l'étranger, Batman, Avatar, etc. Alors, en fait, de Paris, j'ai fini par trouver un job à Londres. Donc, j'ai été à Londres. Là, j'ai travaillé sur un film, un chien super-héros, mais ce n'est pas sorti en France, c'est Underdog. Après, j'ai fait La Boussole d'Or et le Batman. Avec le Batman, je me suis dit, je devrais pouvoir aller aux États-Unis, vu qu'il y avait des très gros studios là-bas. Et en fait, c'est une société en Nouvelle-Zélande qui m'a embauché, la société de Peter Jackson, qui s'appelle Weta Digital, qui maintenant s'appelle Weta FX. Et donc, il m'a embauché sur un projet, on va dire, non divulgué de James Cameron. Et donc, j'ai découvert là-bas que c'était Avatar. Et pour le coup, de la Nouvelle-Zélande, après avoir fait Avatar, je pouvais là, finalement, aller aux États-Unis. Donc, j'ai été pris dans les studios Sony Pictures, dans la société d'effets visuels, qui est une filiale qui s'appelle Sony Pictures Imageworks, qui fait maintenant beaucoup de films d'animation, mais ils ont aussi la franchise Spider-Man. D'accord. Et là, récemment, ils ont fait le buzz avec K-Pop Demon Hunter sur Netflix. Et après, donc, de Los Angeles, je suis parti à Vancouver
parce qu'une majorité des sociétés, comme d'ailleurs Sony Pictures, qui a été donc réincorporée à Vancouver, beaucoup de sociétés sont parties au Canada pour des avantages fiscaux. Et donc, pourquoi avoir fait ce choix à ce moment-là de ta carrière de partir à l'étranger et d'avoir cherché un petit peu ce ticket d'entrée peut-être aux États-Unis avec Avatar? Qu'est-ce qui a fait que voilà, tu as décidé de partir à l'étranger? Alors, des longs mois de chômage. En France? Fondamentalement, oui. Oui, oui. À vrai dire, j'étais à Paris, j'étais animateur 3D. Les gens de Pôle emploi me proposaient des jobs d'animation en crèche. Donc, ils n'avaient pas compris quel animateur j'étais. Et j'ai même d'abord eu un premier job au Luxembourg pendant 4 mois. Et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un d'important qui était superviseur animation à Ubisoft. Et il était aussi en transition, donc il avait pris le job de 4 mois au Luxembourg aussi. Et lui, il m'a dit, bah, laisse tomber, va à Londres. Et il y a des différences entre travailler dans le même domaine, hein, du cinéma, etc., en France et à l'étranger? Il y a des différences fondamentales? Alors, je ne sais pas vraiment, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais travaillé sur un film en France. D'accord. Je pense que quand je vois ou entends les infographistes 3D français, je pense que c'est la même chose. Là, la spécificité surtout, c'est les budgets. Ce qui va changer, c'est que les budgets en France vont avoir à peine quelques millions de dollars de budget pour les VFX, alors qu'Avatar, c'est 200 millions de dollars pour les VFX. Juste Donc, pour les VFX? Oui, bah, le film en 3D pour le coup. Donc c'est surtout les budgets. La taille des budgets fait que, pour le coup, fatalement, ça ne se passe plus pareil. Et dans les différents pays que tu as fait, hein, tu nous as parlé du Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada, le niveau d'exigence, il est différent parmi tous ces pays et toutes ces productions? Ben, non, non, parce que les sociétés sont principalement, pour le coup, anglaises ou canadiennes, ou alors néo-zélandaises pour Weta, mais il n'y en a qu'une. Parce qu'en fait, au Canada, pour le coup, c'est des sociétés anglaises ou des sociétés américaines qui y sont. Le niveau d'exigence, encore une fois, il va dépendre des budgets, on va dire. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter pour l'Oscar? Eh ben, en fait, on a été très surpris pour la Boussole d'Or de l'avoir, parce que je crois que c'était l'année où il y avait Transformers qui était sorti, et on se disait que c'était fatalement Transformers qui allait l'avoir. Sauf que l'année précédente, ils l'avaient eu pour Pirates des Caraïbes. Donc ils se sont dit, on ne va pas le donner 2 fois au même. Donc nous, on l'a eu. Donc c'était un peu volé. Les Américains n'étaient pas très contents. Je crois que ça a boué pendant le truc. Puis pour l'Oscar des VFX d'Avatar, bah ouais, là pour le coup, en fait, le premier jour où je suis arrivé 1 an et demi avant la sortie du film, je me suis dit, c'est sûr, on va l'avoir. Et vous l'avez eu? Bah ouais, et ils l'ont re-eu pour les 2 autres films, pour The Way of Water et Fire and Ash. On va parler un peu de coulisses du métier, parce que c'est important aussi d'en parler. Travailler sur un blockbuster, ça implique souvent des centaines d'artistes sur un seul plan. Et comment on s'inscrit dans une immense chaîne de production, justement, quand on est un de ces petits maillons, entre guillemets, comment on va faire sa place? Bah, faire sa place, bon, généralement, on nous l'a fait, parce que si on nous embauche, c'est qu'on attend quelque chose de nous quand même. Alors oui, ça, c'est des choses qui sont difficiles enfin, qu'on n'imagine pas, et puis c'est assez caché, les gens ne communiquent pas dessus, mais fatalement, quand on est sur un gros film et qu'il y a 600 artistes, ça veut dire qu'il y a 600 personnes derrière des ordinateurs. Alors déjà, le premier jour, on passe 2 heures devant un ordinateur avec quelqu'un qui te demande de taper des mots de passe, des logins pour les 25 000 applications qu'on va devoir utiliser sur l'ordinateur. Donc, bon, en gros, on a un numéro d'immatriculation et puis on nous laisse devant notre ordinateur. Au début, c'est un peu bizarre. Dans ces très grosses sociétés, ils nous laissent une semaine complète. On ne fait pas trop ça en France, mais on est genre 5 jours à devoir venir au bureau et personne ne nous dit rien. Donc, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Mais en fait, on a une sorte de documentation, un wiki interne. Et donc, en gros, on est censé lire l'intégralité de la documentation de la société et commencer à se préparer. Puis quand c'est parti, c'est parti. Mais il y a surtout, en fait, un énorme effort de logiciel et de gestion de projet. Il y a énormément de gestionnaires de projet. On a des systèmes informatiques qui sont excessivement poussés.
À Sony, c'était officiel, c'était des bases de données qui venaient des usines de télé Sony pour organiser le fait qu'un plan va nécessiter, par exemple, 60 étapes de production. Et finalement, nous, on fabrique des images, mais on est un peu comme dans une usine Renault. Eux, ils fabriquent des voitures à la chaîne, et nous, on fabriquait des images à la chaîne. Et il y a une question qu'on pose parfois à des professionnels, peu importe le secteur, c'est à quoi ressemble une journée type pour toi? Il n'y avait pas forcément de journée type ou est-ce que finalement, il y en avait quand même? Si, il y avait justement vraiment une journée type. Pour faire suite à la question précédente, c'est très, très, très organisé. D'accord. Auquel cas, à Sony, c'est arriver au bureau à 9h, de 9h à 9h30, réunion avec l'équipe, dans une salle de projection, à regarder les travaux de la veille. D'accord. Validation des travaux ou nécessité de changement. À midi, deuxième réunion, mais là avec le superviseur du film, qui donc voit les choses qui ont été validées à 9h30 le matin. L'après-midi, à 15h, le superviseur à son poste à nous demander qu'est-ce qu'on fait et où on en est. Donc en fait, on passe au moins un tiers de notre temps en fait à faire de la gestion de projet et à s'organiser. Parce qu'en fait, par exemple, les gens disent, moi je faisais de la simulation où en fait l'ordinateur doit calculer pendant 10 heures. Donc les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais pendant les 10 heures où l'ordinateur est en train de faire le rendu? Le truc, c'est qu'on n'est pas que sur un plan, on est sur 50 plans en même temps. Donc on a 50 tâches en décalé à gérer tout le long du projet, en fait. Donc, il y a un roulement qui se fait, en fait, on est toujours en train d'avancer. Oui, très cadencé entre justement la prod et la gestion de prod. Voilà. Et justement, tu as dit quelque chose, justement, on regarde le plan, on le retravaille, etc. Est-ce que tu as un plan qui te semblait simple, mais qui finalement, toi, t'aurais pris des mois en tête? Je ne sais pas s'il me semblait simple, mais en fait, on avait ce plan sur Avatar où c'est le plan. Est-ce qu'on peut lancer l'extrait, s'il vous plaît? Super. Un des plans les plus émotionnels du film, parce qu'en fait, c'est le moment où Neytiri rencontre Jake en tant qu'humain. Et pour le moment, elle n'avait rencontré que Jake Avatar. Et donc là, nous, on l'appelait Jack Human. Donc, elle rencontre Jack Humain. Et en fait, c'était, il pensait avoir filmé le Jack humain avec voilà, tous les bonhommes verts, parce que finalement, elle fait 3,50 m de haut, lui, il fait 2 mètres. Donc en fait, il y a des problèmes de proportion en termes de bras et de genoux. Et donc le film a été en compositing pendant longtemps, on retravaillait tout ça, et à la fin, ils ont décidé de tout faire en 3D. Donc il a fallu qu'on refasse le Jack humain 3D alors que ce n'était pas prévu. Effectivement, ça a pris un peu plus de temps que prévu pour le coup. Ouais. C'était un plan qui a été très très longtemps en production. Et est-ce que tu as un effet ou un montage dont toi, tu es particulièrement fier? Oui, c'est vrai. J'ai un truc, c'est en fait sur le Batman. Alors déjà, le brief de mon superviseur, c'était qu'on allait faire donc la séquence de Batman qui vole. Et on ne l'avait pas vu voler dans le The Dark Knight Returns, je ne sais plus c'était lequel, le premier. Et donc, c'est important parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que la cape de Batman, c'est le logo de la marque, en fait. Il faut considérer Batman comme une marque, comme une franchise. Donc, il y a des propriétaires de cette marque-là qui gagnent de l'argent, en fait, à vendre des goodies ou toutes les choses qui sont brandées Batman. Donc, pour le coup, c'était très important pour eux que la cape, elle ait une bonne tronche du nouveau logo et qu'elle soit pas mal. Et donc, il y avait des côtés techniques, il fallait faire ouvrir la cape et il fallait que la cape se ferme. Et on n'avait aucune idée. Donc, comme je disais, mon superviseur, il m'a dit, t'inquiète, ça ne va pas être compliqué parce que ça va être un bonhomme dans le noir et il est noir. Tout en noir. Donc, on ne va rien voir. Et il va voler très vite, en plus. Donc, ce sera fait. Alors, pour le coup, moi, j'ai décidé de prendre le truc quand même plus au sérieux et de faire un truc plutôt chouette. Et le truc rigolo, c'est que j'ai vraiment cherché pendant très très longtemps comment je pouvais la fermer, cette cape, comment je pouvais faire. Et j'ai quand même mis, je crois, 3 mois à me rendre compte que Batman, ça voulait dire chauve-souris. Et donc, 3 mois après, j'ai dit, mais oui, c'est vrai.
Et donc, j'ai tapé chauve-souris sur YouTube et j'ai regardé des chauves-souris en vol et j'ai fermé la cape de Batman comme des ailes de chauve-souris. Et donc, c'est pour ça que la Christopher Nolan m'a envoyé un email en disant, précisément en anglais, The most bat-like Batman cape ever. C'est plutôt une fierté. Ouais, j'étais content, j'avais fait la cape en forme de chauve-souris. Et donc là, on a parlé de quelque chose où tu es plutôt fier et un moment plutôt, plutôt sympa de ta carrière. Est-ce qu'à l'inverse, tu as une galère sur un projet, à l'étranger, pourquoi pas? Vu que tu as travaillé principalement à l'étranger, est-ce que ça t'a appris, en fait? Alors, en fait, fondamentalement, 95% du travail, c'est gérer des galères. OK. Donc, en fait, c'est pas genre juste une galère. Peut-être 5 ou 10% du temps, ouais, on fait un truc artistique, créatif. Mais la plupart du temps après, ça va être régler des problèmes et faire du problem solving. OK. Et maintenant, on va parler de compétences, parce que je pense qu'aujourd'hui, en live, on va aussi avoir des personnes, voilà, le domaine du cinéma, de la production, peut faire rêver. Donc dans le domaine des VFX, c'est quoi les compétences qui sont indispensables aujourd'hui? Alors, dans les VFX, aujourd'hui, c'est la programmation. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, en fait, ça va dépendre à quel niveau on fait ça. Mais si on fait de la 3D plus, on va dire traditionnellement, oui, ça va être plutôt, on va dire, l'œil créatif, etc. À partir du moment où on est spécialisé sur des films, en fait, on est surtout sur des efforts d'automatisation. C'est-à-dire que faire le vent sur les vêtements d'Avatar, on va peut-être passer 2 semaines à le régler. Après, on a des séquences où il va y avoir 200 personnages dans un plan, et la séquence, elle fait 160 plans. Donc ça fait 160 fois 200. Donc comment on fait pour faire le vent sur ces plusieurs milliers de personnages? Et donc au final, on fait beaucoup de programmation. Donc des compétences techniques, est-ce qu'on a aussi tout ce qui est des compétences, donc tu l'as un peu dit avant, mais en gestion de projet, justement, est-ce que c'est des compétences qu'il faut avoir dès maintenant si on veut, pouvoir se lancer dans ce domaine-là ou est-ce qu'on peut les acquérir sur le terrain? Bon, la gestion de projet, là pour le coup, il y a des gens qui sont payés. Il y a des coordinateurs de production et des responsables de production. Donc c'est plutôt eux qui vont vraiment organiser ça. Justement, tout est fait pour que nous, on se concentre le plus possible sur la production. Les compétences, pas directes, mais en fait, on va dire que c'est quand même l'important, c'est de comprendre la gestion de projet. Et donc, potentiellement, d'être ce que les gens de Valve, Valve, c'est la société qui fait des jeux vidéo, ils appellent ça être en K. C'est-à-dire qu'il faut avoir des compétences horizontales en maîtrisant tous les maillons de la chaîne de production pour savoir comment, au moins, on peut au mieux faire, nous, notre partie pour récupérer ce qui s'est fait avant et transférer nos données, nos productions à ceux d'après. Et après, il faut être vertical dans un domaine. Donc, ils considèrent que si on est très, très fort dans un domaine et un petit peu fort dans plein de domaines, on est le bon profil. Et aussi, on parle dans le cinéma et dans d'autres, métiers qui va être liés à l'art, de créativité et aujourd'hui, c'est quoi le plus important finalement? Technique, créativité, un équilibre des 2? Oui, oui, une sorte d'équilibre des deux. Bon, après, bah, ça va dépendre des profils, hein. Il y a des gens très créatifs, mais en fait, on va dire que les gens qui sont trop de l'un ou trop de l'autre vont avoir diverses difficultés. C'est-à-dire que les gens très créatifs, mais pas techniques, vont avoir tendance à être frustrés et vont pas avoir des difficultés à exprimer leur créativité parce que finalement, ils ne peuvent pas les réaliser. Et les gens très techniques bah, vont faire des trucs pas très créatifs, pas très bons, même s'ils maîtrisent énormément la technique. Donc en fait, oui, c'est quand même bien d'avoir un équilibre entre les deux. Aujourd'hui, tu enseignes, notamment le montage, le compositing, le graphisme web et dans l'industrie actuelle, avec tout ce que tu peux toi enseigner, il vaut mieux être un couteau suisse, c'est-à-dire faire un petit peu de tout ou à l'inverse, être vraiment expert dans un domaine pointu? Bah, ça va juste dépendre au point de carrière. Parce qu'en fait, si on veut être freelance, il y a des gens qui veulent travailler ou dans des plus petites équipes, on va dire. Bah, c'est bien d'être polyvalent. Et si on veut travailler dans des grosses sociétés ou dans des grosses productions, c'est quand même mieux d'être expert. C'est-à-dire que quelqu'un de polyvalent mais pas très expert aura plus de difficultés à vraiment percer sur des gros projets, parce que finalement, les gros projets, il y a des grosses équipes. Et donc, ça veut dire que chacun a ses propres tâches plus spécifiques.
Mais après, quelqu'un, par exemple, qui est expert que dans un truc, mais qui connaît rien d'autre, il ne pourra pas être freelance. Et si on parle de compétences, hein, c'est la partie actuelle, comment tu développes, toi, ton sens du rythme et de l'image? Je pense que c'est énormément la musique pour tout ce qui est le rythme et l'image. L'image, c'est voir énormément de films. Quasiment tous les grands réalisateurs diront que de toute façon, pour être réalisateur, il faut regarder des films. Donc, avoir quand même une bonne culture, maîtriser l'histoire du cinéma, l'histoire de l'art, c'est assez important. Et des films un peu comme ça, là, que tu nous conseillerais de regarder pour ceux qui regardent la masterclass, si tu devais donner quelques films, à regarder absolument? Alors, si c'est vraiment de la réalisation cinématographique, c'est Citizen Kane OK. d'Orson Welles, les Hitchcock. Moi, je suis très Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace, etc. Après, récemment, les Dunes OK. sont fantastiques. Je voyais d'ailleurs que Dune 1 et Dune 2 ont gagné l'Oscar des meilleurs effets visuels. C'est vrai, les films de Christopher Nolan, Interstellar. Alors moi, je suis très science-fiction, hein, donc pour le coup, je peux dire que j'ai quand même été content parce que je regardais beaucoup de James Cameron D'accord. et j'ai quand même fini par travailler pour un film pour lui. Mais voilà, tout ce que fait James Cameron, c'est assez macabre. Je pense qu'avec tout ce que tu as dit là, à l'instant, tu vas en inspirer quand même beaucoup et justement, est-ce que tu as des petits conseils à donner, à des futurs, voilà, des futurs experts ou en tout cas des personnes qui vont travailler dans le cinéma? Par exemple, des erreurs à éviter, absolument quand on va débuter justement? Alors, dans le monde anglo-saxon, on dit fail fast, learn fast. Ça veut dire plante-toi rapidement, apprends rapidement. Donc, en fait, en soi, c'est impossible de savoir quand on va faire un truc si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Donc, ce qu'il faut, c'est être assez rapide et tenter plein de fois. Comme je disais, j'ai vraiment attendu pendant quasiment 4 ans avant d'entrer dans une boîte qui faisait du cinéma. Il y avait des gens à Paris qui me disaient à ce moment-là, alors que j'avais quand même fait 5 ans d'études, que ma démo était moche et qu'il fallait peut-être me réorienter. Très sympa. Donc, alors pour le coup, 6 mois après, j'étais sur Batman. Bon. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, justement. Il y a un discours aussi très, très connu de Steve Jobs où il parle de connecter les points en disant qu'en fait, on ne sait jamais, mais il y a potentiellement un truc qu'on va faire un jour qui va servir à rien. Et peut-être que 10 ans plus tard, c'est ce truc qui va servir. Et il l'a dit vis-à-vis du fait qu'il a arrêté ses études et à ce moment-là, il a pris un cours de calligraphie. Et tout le monde lui a dit, mais pourquoi tu fais de la calligraphie? Il se trouve que c'est ces cours de calligraphie qu'on fait qu'il a proposé des typographies différentes sur le premier logiciel de traitement de texte des Apple. Et que c'est principalement grâce à ces nouvelles typos qu'Apple a gagné contre Microsoft. Donc le moindre détail, la moindre compétence finalement est quelque chose Ouais, qui peut faire la différence. ouais, et je pense que au final, finalement, il faut se faire plaisir et faire ce qu'on aime. Et toi, un conseil que tu aurais aimé qu'on donne plus tôt ou pas? Tu vas nous dire, mais est-ce qu'il y a un petit conseil, voilà, que tu as reçu, et que tu aurais aimé avoir peut-être un peu plus tôt? Non, j'ai pas vraiment de conseils que j'aurais aimé avoir, mais j'ai fait une erreur une fois. De Paris, quand j'ai candidaté à une trentaine de boîtes à Londres, il y en a 2 qui m'ont proposé un job. Et ça, je me rappellerai, j'ai pas choisi la bonne. Parce qu'en fait, il y avait une boîte qui me proposait 6 mois de boulot et il y avait une autre boîte qui me proposait 3 semaines. Et j'ai pas eu le nez assez fin pour voir que la boîte qui me proposait 3 semaines, elle était en fait 50 fois plus réputée que l'autre. Et que si j'avais été dans cette boîte-là, bon, finalement, j'y quand même arrivé, mais ça aurait été peut-être plus rapide. C'était la boîte qui s'appelle Passion Picture, ils ont fait les ours Coca-Cola D'accord. il y a très longtemps. Maintenant, à parler de vision, selon toi, c'est une question peut-être qui est un peu complexe, mais où va l'audiovisuel dans les prochaines années? Je ne sais pas, mais bon, fatalement, les plateformes, clairement, hein, HBO, Netflix, même France Télévisions, tout le monde maintenant diffuse sur les plateformes. Bon,
Bon, YouTube est toujours en développement, hein. Je pense pas que ça. Je crois qu'ils sont toujours en expansion. Donc, je ne sais pas si ça va tant que ça changer. Je crois qu'on a toujours des séries, on a toujours des films. Les formats de contenu sont toujours valables à ce niveau-là. On parle beaucoup, tout le temps, très souvent, d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un impact sur ce métier-là, sur ton métier? Est-ce que toi, tu as eu affaire à l'intelligence artificielle, quand tu étais dans ce métier-là? Et toi, aujourd'hui, ta perception de l'IA? Alors, quand j'étais sur Avatar, ils commençaient déjà à parler de machine learning, donc c'est-à-dire d'apprentissage machine. Et ils ont maintenant dit qu'ils l'avaient bien mis en place pour le 3, Fire and Ash. Donc oui, non, c'est à vrai dire, moi je ne peux pas trop savoir pour le moment, mais c'est évident que de toute façon, ça va avoir un impact énorme. Pour le moment, la génération de vidéos et d'images, elle n'y est pas encore. Mais quand on voit que ça a à peine un an d'existence, il suffit de laisser quelques années encore et ça va certainement devenir de plus en plus impressionnant. Donc, l'IA, clairement, de toute façon, c'est un outil qu'on peut utiliser qui définitivement fait qu'on va plus vite. Et la rapidité, c'est l'efficacité. Et donc, c'est en fait, en quelque sorte, la qualité. C'est-à-dire que quand j'étais sur les gros films, on était obligé de présenter nos travaux tous les jours. Et donc, en fait, eux, ils s'en fichaient de dire tu vas travailler pendant une semaine et tu vas faire un truc super. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est voir toutes les semaines, tous les jours, une nouvelle version. Et donc, au final, on va dire l'itération, la rapidité, le turnover, c'est vraiment ce qui donne la qualité finalement. Parce qu'à chaque cran, on améliore. Donc, l'IA, ça permet d'aller plus vite. Donc, forcément, ça va jouer. Est-ce que c'est une menace ou finalement ça peut être une opportunité? Bah, de toute façon, en fait, on n'aura pas le choix. Donc, ce serait, si c'était une menace, on est foutu. Donc, je pense plus que ça va être une opportunité. Et après avoir travaillé sur les plus gros, blockbusters, en tout cas, c'est des noms que tout le monde connaît, hein, qu'est-ce qui te procure aujourd'hui le plus de satisfaction dans ton rôle de formateur, d'enseignant finalement, après tout ça? Moi, ce qui me procure le plus, c'est juste vraiment de faire finalement ce que mon job est censé faire, c'est de donner des compétences. Quand un élève n'y arrivait pas, et puis qu'il est content qu'il a le sourire parce que maintenant il y arrive, il a compris, ou du moins il s'est entraîné, et il arrive à faire le truc. Moi, maintenant, je suis vraiment dans la transmission. Donc, finalement, j'ai fait le tour. Donc, j'ai arrêté les VFX. Ça ne servait à rien de travailler sur Avatar 4 ou Avatar 5. Ça ne m'intéresse plus trop. Donc, finalement, donner l'opportunité à des jeunes d'aller le faire, c'est ça qui me plaît. Et qu'est-ce que ces jeunes-là t'apportent aussi à toi aujourd'hui? Bah, justement, ils sont rigolos. J'aime bien quand ils cherchent à s'améliorer, quand ils se battent. Et c'est le cas, principalement, de voir des jeunes qui sont à faire des études parce qu'ils viennent y chercher quelque chose et puis qu'ils ont des rêves et qu'ils ont des envies créatives. Donc, voilà. On a quelques questions d'étudiants Studio M, tout d'abord de Studio M Bordeaux. Donc on a une question qui est: quel regard portez-vous donc sur l'utilisation de l'IA dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel? Donc on a déjà répondu en partie, mais peut-être aller leur répondre un peu plus sur tous les autres métiers peut-être du cinéma autres que les effets visuels. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le cinéma, gestion de production, et cetera, qui peuvent être, peut-être qui peuvent avoir un impact avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut les rassurer, leur dire qu'il y a peut-être quand même un avenir? Ah ben oui, je pense qu'il y aura toujours un avenir en fait. L'IA, ça ne va pas faire à notre place, ça va nous aider à faire mieux, je pense. Donc en fait, on n'est pas, je ne sais pas, dans un concept qui tire vers le bas, on est plutôt dans un concept qui tire vers le haut. Si on peut faire mieux, eh ben, on va faire mieux. Et à partir du moment où les gens vont s'habituer à mieux, ça c'est comme tout, ils veulent mieux. Donc en fait, les gens qui arriveront à faire mieux avec de l'IA, ils auront des choses à faire. Une autre question, c'est: quelle place occupe votre travail dans la narration d'un film? Alors, un film, c'est visuel, plus que sonore, malgré tout, même si les gens du son vont hurler. Charlie Chaplin était un réalisateur qui croyait énormément dans le cinéma muet. Donc on fait de l'image. Et
les VFX, c'est créer des choses magiques. Donc ça apporte en fait un degré narratif. En fait, en France, c'est un peu réducteur de voir les choses comme ça, mais il y a des gens qui disent qu'on fait du théâtre filmé, c'est-à-dire que les acteurs jouent et qu'on les filme. La vision du blockbuster, hein, qu'il soit français ou américain, c'est de dire qu'on fait des choses magiques, vraiment incroyables. Et pour le coup, celui qui l'a créé, c'est Méliès, qui était français. L'idée, c'est de faire des tours de magie. Et une autre question, quels sont les concepteurs, VFX ou autres artistes qui ont influencé votre travail? En fait, j'ai eu divers superviseurs qui m'ont influencé. Ben Morris, qui a gagné plusieurs fois l'Oscar, était un super superviseur à Londres. Influencé en bien comme en mal, le considéré meilleur superviseur VFX de la planète, qui s'appelle Joe Letteri, qui est le superviseur principal de Weta, donc des Avatars, des Seigneurs des Anneaux, etc. Lui, très dur. Puis il y a eu d'autres superviseurs, dont un superviseur français qui travaillait dans une boîte à Londres, qui était très insultant. Donc lui, il m'a vraiment montré ce qu'il ne fallait pas faire. Et enfin, une question des étudiants Studio M de Rennes. Dans des projets aussi emblématiques qu'Avatar ou The Dark Knight, avez-vous déjà dû défendre une idée visuelle qui n'était pas validée spontanément? Oui. Alors, bon, généralement, quand même, les superviseurs vont dans le bon sens, demandent des choses qu'on suit en se disant, finalement, s'ils me demandent ça, c'est que mon travail sera mieux fait et je peux faire confiance. Après beaucoup d'années et puis plusieurs caps de fait pour les super-héros, j'ai bossé sur Superman, Man of Steel. Et pour le coup, Zack Snyder était plutôt très désagréable et le superviseur aussi, au niveau graphisme, pas désagréable personnellement. Bon, il voulait toujours que la cape elle fasse des trucs qui n'étaient absolument pas réalistes. Et donc, une des méthodes pour faire passer un truc qu'on veut et qu'ils ne veulent pas, c'est présenter ce qu'on veut. Ils disent change, puis là, on fait un truc nul. Et là, ils disent bah, c'est un peu comme on veut, mais c'est nul. Et là, on fait bah ouais, c'est comme ça. Et puis des fois, faire 2 fois le truc nul, 3 fois le truc nul. Puis au bout d'un moment, ils reviennent dans la version précédente et ils valident le truc qu'on avait fait au début. Donc c'est ta façon de négocier finalement avec eux. Ouais. Oui, parce que bon, on négocie pas frontalement avec Zack Snyder, Je comprends. pour le coup. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour cette fin de masterclass? Eh ben non, enfin si. Eh ben merci de nous avoir suivis. Voilà, je vous souhaite, pour les gens de Studio M, des bonnes continuations d'études. Et voilà, c'était un plaisir de faire cette interview avec toi, Morgane. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous de vous être connectés pour la masterclass et à très bientôt pour peut-être d'autres questions. Et n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux Studio M et il y aura des petits avant-goûts du replay et du coulisses. Merci beaucoup. Merci, au Merci revoir. David.